Bon, voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je tiens d'abord à vous remercier d'être venus, assister et participer, je l'espère aussi, par vos questions et vos remarques, à notre première conférence de présentation du RIC et de la Constitution organisée par les Gilets jaunes de Millau. Je voudrais d'abord faire un petit clin d'œil à notre camarade Michel, qui ne pourra, contre son gré, venir ce soir participer à la fête du RIC. Je le salue donc chaleureusement au nom de tous les Gilets jaunes, et je sais qu'il pense beaucoup à nous à l'instant où je vous parle. Donc je vais vous lire son petit mot. Tu veux ? Je laisse Daniel. Voilà, je vais vous lire le petit mot qu'il nous a envoyé. Chers amis, la justice considérant que, vu le contexte social actuel, je suis susceptible de renouveler les faits. Elle maintient mon interdiction de me présenter sur le territoire de la commune de Millau jusqu'à la date de mon procès, le 12 mai 2020 à 14 heures. Depuis le 18 novembre 2019, cela fera 6 mois d'interdiction. C'est très long. Dommage. J'avais espéré la suspension de cette mesure, ce qui m'aurait permis d'être des vôtres ce soir. Vous savez mon attachement et l'intérêt que je porte au travail que nous avons collectivement entrepris voilà plusieurs mois maintenant. Une chose est sûre, ces réunions hebdomadaires de travail sur le RIC et la Constitution me manquent, tant sur le plan intellectuel que sur le plan des relations amicales. Je garde malgré tout espoir en des jours meilleurs. Comme dit le proverbe, après la pluie vient le beau temps. Ce soir, je serai absent physiquement, mais présent par la pensée. Je vous souhaite, chers amis, gilets jaunes, sympathisants, sympathisantes et curieux, curieuses, une excellente soirée et vous adresse mes meilleures pensées. Michel. Donc avant de vous présenter le programme, je voudrais remercier celles et ceux sans qui cette soirée n'aurait jamais pu être possible. Seuls, nous ne sommes rien, mais unis, nous sommes si forts, n'est-ce pas ? En commençant par Jean, donc, qui a fait un énorme travail de compilation et d'analyse sur les constitutions françaises. Et Claude, assis à côté de lui, qui avec l'aide de Jean a impulsé les ateliers RIC. Claude a notamment énormément travaillé sur les modalités de ce référendum, jamais appliqué, en prenant sur ses heures de loisirs, relayant cela par toute l'équipe de l'atelier RIC sur la brèche depuis novembre 2019. Un grand merci à Isabelle, qui a... Un grand merci à Isabelle qui a conçu un diaporama pédagogique remarquable sur le fonctionnement du RIC depuis son déclenchement jusqu'à ses effets sur la votation. Je tiens aussi à remercier tous les gilets jaunes de l'atelier RIC, mais pas seulement, tous les gilets jaunes qui nous ont apporté leur soutien au Cabanon, notamment au cours des assemblées générales hivernales depuis plus d'1 an, mais également lors des déplacements en manif, sans oublier la logistique, boissons, grignotage, etc. Merci également à nos camarades gilets jaunes de Saint-Aphe qui ont mis en place le premier RIC local au niveau communal et qui a connu un franc succès, si vous vous rappelez bien, ainsi qu'un grand retentissement médiatique au niveau local. Merci enfin à l'Union syndicale solidaire ainsi qu'à tous les mouvements sociaux et écologiques qui luttent avec nous depuis le 5 décembre contre l'instauration de l'actuelle réforme des retraites par points. Donc je vous présente sans tarder le programme de ce soir. Alors je vous lis simplement les grands titres. Donc première partie, Jean va nous présenter et nous expliquer la Constitution. En deuxième partie, ce sera Claude qui nous présentera les modalités du RIC. Puis ce sera le tour d'Isabelle nous présenter donc son diaporama. Il y aura un intermède, 5 minutes, pour présenter donc notre opération RIC retraite donc, qui aura lieu le 15 mars. Et enfin, ce sera le temps du débat, donc des questions-réponses. Alors là, nous insistons, mais sans vouloir être autoritaire, nous insistons sur le fait que chaque personne qui va intervenir, soit par une remarque, une suggestion, une question, devra essayer de se limiter à 2 minutes. Je vais essayer de placer un chronomètre sur l'écran.
Puis lorsque cette personne aura fini de parler, aura dépassé les 2 minutes, on lui demandera de terminer rapidement. Et pareil pour les réponses, c'est-à-dire les intervenants ou les gilets jaunes qui sont dans la salle qui désirent répondre, ils répondent de façon claire, courte et précise. Voilà pour ce soir. Donc je cède tout de suite la parole à Jean. Voilà. Bonsoir à tous. Et puis, je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Merci d'être là. Donc, je vais vous parler de la Constitution, parce que pour pouvoir parler du RIC, il faut d'abord parler de la Constitution. Donc, depuis 230 ans maintenant, on est le jouet d'escrocs de la parole qui nous font croire qu'élire, c'est voter, que désigner quelqu'un qui va décider à notre place, c'est la même chose que décider. Et nous sommes en train de découvrir, en réfléchissant, que ce n'est pas du tout pareil. Quand on recherche la cause, on la trouve dans un texte où c'est programmé que tous les gens normaux, n'ont aucune puissance politique. Ce texte, pour l'instant, tout le monde s'en fout. C'est la Constitution. Tant qu'on s'en foutra, tant qu'on laissera écrire ce texte essentiel par les hommes au pouvoir, nous ferons de la politique comme des enfants. Donc je vais vous parler de la Constitution. Alors qu'est-ce que la Constitution ? Une Constitution, c'est un ensemble de textes qui prévoit les institutions qui composent un État et organise les relations de ces institutions les unes envers les autres, c'est-à-dire l'exécutif avec le législatif et le judiciaire. Pour la petite histoire, des constitutions, au Royaume-Uni, il n'y en a pas. Donc, c'est la coutume qui prévaut. Aux États-Unis, il n'y en a eu qu'une, depuis 1787. Et nous, depuis la Révolution française, on en est à la 15e. C'est-à-dire que chaque fois, on réécrit une constitution. Et c'est toujours écrit par les mêmes personnes. Donc moi, je ne vais pas vous parler des 15 constitutions de l'histoire de France depuis la Révolution. Je vais juste vous parler de la Constitution de 1958, qui a été écrite sous l'impulsion du général de Gaulle. Et elle a été écrite par, on va dire, un monsieur qui s'appelle Michel Debré, en 1958, autour d'une petite équipe. Et cette équipe, ce sont que des personnages d'État. Ils ont tous été ministres et tous été députés. Ce qui veut dire que d'ores et déjà, on peut considérer que la Constitution de 1958 a été écrite par des élus pour des élus. Donc ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, a changé. Donc le rôle de la Constitution, donc, c'est un outil qui permet de fixer le cadre général au regard des organisations de l'État. Donc la Constitution paraît comme étant nécessaire en ce qu'elle assure à tous, à chacun, voit ses droits respectés. Donc, en ce qui concerne la Constitution, ce qui est intéressant dans la Constitution, c'est l'article 3. On va commencer par l'article 3, parce que l'article 3, il dit que... Voilà, moi, je n'ai pas de diaporama, c'est ce qu'on appelle la discrimination diapositive. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants et par voie du référendum. Mais quand on sait, par rapport aux articles qui vont suivre, ce que sont les représentants, par rapport aux représentés, on peut se rendre compte d'ores et déjà qu'avec l'article 3, et je ne parle même pas de l'article 2, mais je parle de l'article 3, ce qui veut dire que la souveraineté, non, le peuple n'en a pas. On va y venir. Ça, c'est pour le préambule. Et après, il y a l'organisation dans la Constitution. Alors, la Constitution, c'est un ensemble de lois, mais il y a une organisation. Cette organisation, ça s'appelle le bicamérisme. Bicamérisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Bicamérisme, ça veut dire bi, deux, caméra, en latin, ça veut dire chambre. Donc, ça veut dire que la Constitution de 1958 et l'organisation, ça fonctionne avec deux chambres. Donc, ce qu'on appelle la chambre basse et la chambre haute. La chambre basse, élue au suffrage universel, en ce qui nous concerne, c'est la Chambre des députés. Et la chambre haute, en ce qui nous concerne aussi, c'est
le Sénat qui est, lui, élu au suffrage indirect. Ça, ce sont la forme de bicamérisme. Mais il y a deux formes de bicamérisme. Il y a ce qu'on appelle le bicamérisme égalitaire et le bicamérisme inégalitaire. Le bicamérisme égalitaire, c'est-à-dire, ce sont ces deux chambres, elles ont les mêmes prérogatives, donc elles ont les mêmes pouvoirs. Et aucune d'entre elles doit avoir une influence sur l'autre. Ça, c'est le bicamérisme égalitaire. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui fonctionne sous ce système de bicamérisme égalitaire, c'est l'Italie. Tous les autres fonctionnent dans ce qu'on appelle un bicamérisme inégalitaire, ce qui veut dire qu'il y a une chambre qui a un petit peu plus de pouvoir que l'autre. C'est-à-dire que nous, pour nous, ce qui nous concerne la Constitution de 1958, la Chambre basse, la Chambre des députés, a plus de pouvoir que le Sénat. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une proposition de loi, elle est discutée à l'Assemblée, elle passe au Sénat. Au Sénat, s'il la retoque, elle repasse à l'Assemblée, qui vont la remodifier, qui la repasse au Sénat, et ça peut durer un petit moment. Et de toute manière, au bout du compte, c'est la Chambre des députés qui a le dernier mot. Alors, le but théorique du bicamérisme inégalitaire, c'est soi-disant d'empêcher les blocages. Donc, là, ce qui nous concerne, si on n'est jamais bloqué, de toute façon, c'est toujours les élus qui ont le dernier mot. Mais moi, ce que je pense aussi, c'est que non seulement ça peut empêcher les blocages, mais c'est surtout qu'on donne toujours le dernier mot aux élus, jamais au peuple. Donc, en étudiant les constitutions, je me suis dit que dans les ateliers constituants ou dans les assemblées constituantes qui peuvent avoir lieu n'importe où, que ce soit à Saint-Afrique, à Millau, à Rodez, à Paris, n'importe où, dans les assemblées constituantes, dans les ateliers constituants, si les gens veulent réécrire une constitution, ils peuvent, s'ils le veulent, faire un bicamérisme égalitaire, et s'il y a blocage, c'est le peuple qui tranche. C'est-à-dire au travers d'un, pas RIC, mais d'un RAC, référendum d'arbitrage citoyen. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire du bicamérisme. Ensuite, nous avons l'article 11. L'article 11 de la Constitution, c'est l'histoire du référendum partagé. Référendum d'initiative partagée. Ce qu'on appelle le RIP, qui existe. D'ailleurs, il y en a un pour l'ADP. RIP, référendum d'initiative partagée. On se demande bien avec qui. C'est-à-dire que ce sont d'abord les élus qui proposent le RIP. Et sous couvert que nous, on va soutenir le RIP, on va soutenir le RIP à hauteur de 4 700 000 signatures. Mais si, mettons la chose à l'envers, c'est si aujourd'hui ou demain matin, on se met à tous à signer une pétition pour que pour qu'il y ait un référendum sur la réforme des retraites, il n'aura pas lieu, le référendum. Ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout partagé. C'est un élément de langage. Le référendum d'initiative partagée n'est pas partagé. Donc c'est à l'initiative des élus. Alors, 4 700 000 signatures, une fois qu'il y a eu les 4 700 000 signatures, il faut qu'il y ait une loi organique qui vote pour que le Conseil constitutionnel l'étudie, et une fois que le Conseil constitutionnel l'a étudié, ça revient, c'est un texte, ça revient, et si les deux chambres ne l'ont pas étudié, alors le président de la République peut le soumettre à référendum. Mais les deux chambres vont l'étudier. Donc, ce qui veut dire que pour qu'on puisse avoir un référendum d'initiative partagé aujourd'hui en France, c'est quasiment mission impossible. Voilà. 4 700 000 personnes signatures, ça correspond à 10% de la population inscrite sur les listes électorales, ce qui veut dire, alors que dans les autres pays, c'est à peu près 1%. C'est entre 1 et 1,5%. Je crois qu'en Suisse, c'est 1,2%. Donc si nous, on avait 1,2 en France, on serait à 700 000 personnes pour un référendum, au lieu de 4 700 000. Voilà. Donc ça, c'est pour l'article 11. Hein, c'est ça, l'article 11. Ensuite,
je voulais vous parler juste 2 secondes, parce qu'il n'y en a vraiment pas pour plus que ça, des articles qui nous concernent tous. Nous tous ici, nous sommes concernés par 2 articles de loi de la Constitution, ça va aller très vite. C'est l'article 6 qui dit que le président de la République est élu au suffrage universel. Donc on a besoin de nos voix. Et c'est l'article 24 alinéa 2, je crois, où il dit que les députés ne peuvent pas dépasser 577 députés élus au suffrage universel. Donc on a encore besoin de nous. Mais pour le reste, c'est fini. Voilà. Le reste, c'est terminé. La Constitution ne nous concerne plus. Elle nous consterne. Enfin, pour moi. Alors, ensuite, il y a ce qu'on appelle l'article 26. Alors, l'article 26, je vais vous sortir... Voilà. L'article 26, c'est sur l'immunité parlementaire. Alors, on le doit, l'immunité parlementaire, on la doit à Honoré Gabriel Riquet, comte de Mirabeau. Pour élu au tiers-état, évidemment. Ça aurait été dommage. Hein. Voilà. Donc, Honoré Gabriel Riquet, comte de Mirabeau, qui était élu au tiers-état en 1789. Au moment de tiers-état, l'armée a entouré l'endroit où ils étaient réunis. Et donc, ce monsieur Mirabeau, il lui est venu l'idée de dire « Je bénis la liberté de ceux qu'elle mûrit de si beaux fruits dans l'Assemblée nationale. Assurons notre ouvrage en déclarant inviolable la personne des députés aux États généraux. » Et bien de cette phrase, depuis 1789, sur nos 15 constitutions, eh bien elle revient. Par l'article 26, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Alors, n'allez pas chercher des trahisons quelconques d'élus par rapport à vous. Si vous pensez que les élus vous trahissent, la trahison est constitutionnelle. Là, je ne peux pas dire mieux que ça. La trahison est constitutionnelle. Mais il y a mieux encore, puisque au cas où il y aura encore trop de démocratie dans notre Constitution, pas fini, vous allez voir. Vous n'allez pas être au bout de vos surprises. Donc, au cas où il y aurait encore un peu trop de démocratie, il y a l'article 27, juste après. Alors, l'article 27. Tout mandat impératif est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais vous expliquer. En politique, je dis bien en politique, contrairement à ce que... En politique, le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus, écoutez bien, ont l'obligation de respecter les directives de leurs électeurs sur la base desquelles ils ont été désignés, sous peine de révocation. Ça, c'est l'article, c'est le mandat impératif. Eh bien, nous, comme on a encore un peu trop de démocratie dans notre Constitution, nous, il est nul. Voilà. Le droit de vote des membres du Parlement, c'est l'alinéa d'en dessous, le droit de vote du Parlement est personnel. Donc, quand on a un élu qui dit « moi j'ai voté en mon âme et conscience », eh bien, il ne vous trahit pas. Il ne vous trahit pas. Il respecte la Constitution. Si vous avez le sentiment d'être trahi, alors lisez la Constitution, penchez-vous dessus et faisons-en une autre. Donc ça, c'est pour le mandat impératif. Ensuite, il y a ça c'était l'organisation avec le bicamérisme, mais maintenant il y a ce qu'on appelle le régime. Donc, dans la Constitution de 1958, il y a ce qu'on appelle le régime moniste et un régime dualiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aussi? C'est que moniste, c'est l'exécutif, le gouvernement engage sa responsabilité que
devant l'Assemblée nationale. Le régime dualiste, le gouvernement, il engage sa responsabilité devant le Parlement, l'Assemblée nationale, mais aussi devant le chef de l'État. Et le chef de l'État, ça peut être tout aussi bien un président de la République comme un monarque. Aujourd'hui, nous, on ne sait pas trop s'il est président ou monarque. Mais enfin bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien là, on a le cas qui va se poser sûrement dans le courant de la semaine prochaine, c'est que, comme on a encore un peu trop de démocratie chez nous, avec l'article 26 et l'article 27, donc là on a l'article 49 et 50, qui lui nous dit que, voilà, le Parlement, donc là, l'article 49.3 qui dit que simplement le gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée, et si sa responsabilité est votée, et bien dans ces cas-là, on peut faire appliquer une loi sans qu'elle ait été votée à l'Assemblée. Voilà, c'est tout simple. L'article 49.3, comme on sait tous, on l'a tous entendu parler en disant on passe en force, mais c'est les conséquences d'un régime moniste. Et le régime dualiste, eh ben, nous, la spécificité qu'a la Constitution de 1958, c'est que sur le papier, on dit que la Constitution, elle est moniste parce que la responsabilité est engagée que devant l'Assemblée, mais dans la réalité, eh bien, on ne peut rien faire sans l'autorisation du président de la République. On a eu la preuve avec Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, le jour où il y a eu l'histoire de Griveaux, le vendredi dernier, elle était en train de dire qu'elle ne pouvait pas mener la liste parce qu'elle avait trop de boulot, elle avait des dossiers urgents à régler. 2 jours après, elle était tête de liste parce que Macron lui a dit non, tu vas prendre la liste à la mairie de Paris. Donc c'est lui qui dirige. Donc ça, on est on va dire, dans un monisme de façade ou un néo-dualisme au niveau régime. Voilà. Et alors, pour conclure, si des fois vous trouviez que ce n'était pas très juste et que vous aviez envie de modifier la Constitution, ben vous ne pouvez pas. Parce que les seuls qui peuvent, c'est l'article 89, les seuls qui peuvent modifier la Constitution, alors qu'il est, c'est l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Pas vous, pas nous. Voilà. Donc là, je vais avoir fini de mes explications. Donc le caractère démocratique d'un régime est une fonction croissante du degré de possession des pouvoirs de gouvernement par le peuple. Il est urgent de donner du pouvoir au peuple autrement qu'un bulletin de vote tous les 5 ans. Il est urgent que le peuple se mobilise pour demander plus de pouvoir politique au travers de revendications constitutionnelles. Il est urgent que chaque citoyen s'intéresse à la Constitution pour mieux comprendre les pièges et mieux comprendre la nécessité de plus de démocratie directe avec le RIC. Sinon, le simple citoyen qui est un vrai démocrate, écoutez bien ce que je dis, je répète, le simple citoyen qui est un vrai démocrate se fait en silence un jugement sur le gouvernement de son pays et lorsqu'il est consulté à date régulière pour l'élection d'un député, par exemple, exprime son accord ou son désaccord. Ce qui veut dire qu'à l'heure qu'il est, nous sommes réduits au silence et juste mettre un bulletin de vote tous les 5 ans. La personne qui a dit ça, eh bien, c'est Michel Debré, l'auteur de la Constitution. Voilà, moi j'ai fini. Je vais passer la parole à Claude, qui va nous en dire un peu plus.